Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Trèfle, le deuxième en quelques jours. On est un peu, on rôde tranquillement pour les playoffs. Aujourd'hui, la grande preview du début des playoffs, du premier tour des playoffs, les Celtics contre les Sixers, un adversaire qu'on a l'habitude d'affronter ces dernières années en playoffs, très souvent un peu diminué, il faut le dire, les Sixers, et encore une fois n'est pas coutume, ils seront probablement sans Joel Embiid. Mais on va voir tout ça en détail. Et du coup, pour nous expliquer un peu est-ce que Joel Embiid jouera ou pas, ou est-ce qu'on aura le droit à André Drummond, a.k.a. Robert Covington, le spot-up shooter dans le corner, on a ramené un fan des Sixers pour nous en parler, c'est Matt. Salut Matt, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Merci de l'invitation déjà. C'est un honneur d'être ici. En plus c'est un pote que j'écoute souvent votre podcast, donc non c'est cool d'être là et de parler de une série qui aurait pu être cool. Franchement, s'il y avait eu Joel Embiid, je pense qu'en termes de tactique ça aurait pu être très sympa. Mais c'est vrai que avec l'absence de Joel, je trouve que ça perd un peu de sa saveur malheureusement. Alors peut-être qu'il sera de retour à un moment dans la série. Peut-être game 3 ou 4, je sais pas. On sait jamais trop avec Embiid. Donc peut-être qu'il y aura une bonne surprise, mais peut-être qu'il sera pas là toute la série, ou peut-être que même elle sera finie avant. Avant le match 3, tu penses qu'elle sera Non, finie la non, mais série? je veux dire, Il y aura tu vois, déjà 4-0 ouais, avant le match. voilà, c'est ça. Non, mais il pourrait y avoir 4-0 et il aurait peut-être pu être disponible au game 5 et voilà quoi. Ça marche. Et du coup, pour le côté, il me faut le penchant du côté des Celtics. Et on a pris, c'est simple, on aurait pu prendre plein d'intervenants qui savent parler un peu des Celtics, mais j'ai pris celui qui est un peu dans les petits papiers de Joe Mazzulla et Jason Tatum, maintenant on peut le dire, en la personne de Azad. Salut Azad, comment ça va? Ça va très très bien. Très content d'être là, très content de faire une preview et très content de faire une preview avec un invité, comme on disait en off, qui est calé sur l'adversaire. Je trouve que c'est un truc qu'on avait fait, qui avait grave bien marché en finale contre Dallas en 2024 et l'année dernière aussi avec Baptiste qui était venu pour la série contre les Knicks. Et franchement, quand c'est possible, c'est top de pouvoir faire comme ça. Donc très content d'être là. Ouais, bon, qui avait bien marché contre Dallas en finale, parce que les Celtics avaient fini par gagner avec Baptiste contre les Knicks l'année dernière. Le résultat était un peu moins bon quand même. Ok, ça marche. Bah, les gars, on va se lancer direct et je vais te lancer Matt en premier parce que avant tout, dans une série, il y a un adversaire à chaque fois et nous, comme on l'a dit un peu en off entre nous, on n'a pas suivi malheureusement, et oui, on n'est pas aussi bon que d'autres médias, on n'a pas suivi les 82 matchs des Sixers cette année, en plus de ceux des Celtics. Donc Matt, dis-nous un peu, toi qui as beaucoup plus vu les Sixers que nous, euh, quelle équipe va affronter Boston, même si on sait que du coup il n'y aura pas Joel Embiid au moins pour les premiers matchs. Quel type quelle face, quel visage des Sixers vont affronter les Celtics, quel fond de jeu, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu des Sixers cette année? Bah, c'est un peu, comment dire, en fait, c'est des Sixers à plusieurs visages parce que, en fait, quand Joel Embiid joue, c'est pas du tout la même équipe, hein, évidemment. Mais même en termes de fond de jeu, le problème, c'est qu'il y a eu énormément d'absences, comme un peu souvent depuis ces 2 dernières saisons. Donc, Embiid a joué quoi? Je regarde 38 matchs, donc tu vois, même pas la moitié de la saison. Paul George aussi a raté le début de saison, il a eu sa suspension de 25 matchs. Enfin, des joueurs majeurs qui ont quand même raté beaucoup de matchs, même Maxi en a raté quelques-uns. Donc quand Joel Embiid est là, en fait, on a vu quelques prémices de fond de jeu sympa, où c'est lui un peu qui te crée ton décalage. C'est beaucoup de jeux en post-up, en face-up. Ce qui est cool, c'est que je trouve que cette année, et même un peu il y a 2 ans, en fait, depuis que Nick Nurse a repris l'équipe, il a un peu remis Joel Embiid au centre du jeu.
Et Embiid a pas mal progressé au passing. Ça a souvent été un défaut dans son jeu. Et c'est vrai que le passing en mouvement a pas mal progressé ces dernières saisons et même surtout cette année. Donc c'était assez sympa à voir, surtout que c'est un peu le défaut de cette équipe, en fait. Je trouve il y a pas beaucoup de playmakers, en fait, depuis que Harden est parti. C'est vraiment c'est un défaut que je pointe souvent du doigt. Maxey a des gros défauts là-dessus. Il a pas une très bonne vision de jeu ou quand il arrive dans la raquette, en fait, il arrive pas à trouver les joueurs ouverts. C'est plutôt un joueur qui va aller scorer. Il y a aussi des limitations de taille, etc. C'est pas non plus un driver qui est si efficace que ça. Je sais que beaucoup l'aiment par rapport à ça, mais je trouve que des fois il est un peu mal jugé, on va dire ce joueur-là. Et Paul George, c'est un peu pareil. Paul George, c'est un joueur qui aujourd'hui, tu vas pas lui demander de créer des décalages à foison. C'est plus un joueur qui va profiter des décalages créés. Donc en fait, quand Embiid n'est pas là, c'est un peu le château de cartes qui s'effondre parce que tu vas demander en fait à des joueurs de créer des décalages, mais en fait, c'est pas leur rôle qu'ils devraient avoir. Donc tu te retrouves vite à des isolations où ça donne pas grand-chose. Tu vois, on l'a même vu là dans le match contre le play-in, contre le Magic. C'était compliqué en fait l'attaque des Sixers, c'était beaucoup de shot making. On demandait à Maxey d'aller attaquer certains mismatchs et c'était même pas des mismatchs évidents. Et ça finissait souvent sur des pull-ups à 2 points, donc l'attaque m'a pas du tout rassuré. Et là, on rencontre un adversaire en plus où je pense que ça va être très compliqué parce que dès que tu fais des couvertures en edge ou en switch, ce genre de choses, ces joueurs-là en fait sont assez vite limités, quoi. Ça marche. Et un petit mot peut-être sur la défense, parce que de toute façon, nous, je pense que, et Azad me dira ce qu'il en pense après, mais je pense que c'est plus la défense de l'adversaire qui nous fait peur, dans le sens où je pense que les Celtics sont plus stables défensivement qu'offensivement. Autant j'ai pas trop de mal à imaginer les Celtics capables d'arrêter l'attaque des Sixers. Autant je me dis, il faut pas grand-chose, on l'a vu l'année dernière avec les Knicks, et il faut pas grand-chose pour enrayer l'attaque des Celtics. Défensivement, les Sixers, ça donne quoi? Je pense que ça peut faire face, même sans Joel Embiid, à essayer de faire dérailler l'attaque des Celtics. Alors, je pense qu'il y a plus d'armes, effectivement, surtout que Paul George, bon, sera là, hein, il s'est pas blessé, parce que vraiment, c'est un peu comme Embiid en attaque. Enfin, je trouve il y a les Sixers avec Paul George et les Sixers sans Paul George, et vraiment, sans Paul George, c'est une équipe qui est plus très bonne défensivement. Il stabilise vraiment la défense. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen de gêner si tu fais peut-être des schémas en switch all. Il y a Adem Bona, tu sais, qui joue souvent. Nurse le met titulaire. C'est pas lui qui a le plus gros temps de jeu, mais c'est un pivot qui peut faire un peu de switch. Donc peut-être sur des schémas comme ça, tu peux un peu gêner Boston. Après, moi, ce qui me terrifie un peu, c'est les Sixers sont une équipe qui laisse énormément les joueurs ouverts à 3 points parce que c'est les schémas de Nick Nurse en fait. C'est une des équipes qui concède le plus de 3 points dans les corners. Donc j'ai un peu peur de ça. Tu vois, contre Orlando, ça s'est bien passé parce que tu avais pas mal de joueurs à abandonner. Là, contre Boston, ça va pas du tout être pareil. Donc ouais, ça me fait un peu peur. Et puis peut-être on rentrera plus dans le détail après, mais c'est une équipe qui est pas bonne au rebond défensif aussi, les Sixers. Et Boston, c'est un peu la nouveauté de cette année, c'est que vous êtes fort là-dedans. Donc ça fait quand même beaucoup de choses où je suis un peu inquiet, quoi. La fréquence à 3 points plus le rebond, ça peut être des choses où Boston peut vraiment faire mal aux Sixers. Ouais. Ça tombe bien, parce qu'en plus, les Celtics sont une des équipes les plus efficaces de la ligue sur les shoots à 3 points, notamment dans le corner. Mais pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le type de jeu des Celtics, on va forcément en parler ici, mais sur comment ont joué les Celtics cette saison, on a fait un épisode bilan avec Vincent, donc je vous conseille d'aller l'écouter. Azad, je vais te laisser la parole pour rebondir là-dessus et pour notamment parler des matchs de saison régulière, parce que si t'as pas vu les 82 matchs des Sixers, t'as au moins vu les 4 matchs face aux Celtics. Qu'est-ce que toi tu as relevé sur ces 4 matchs, notamment le premier qui était assez intéressant parce que Joel Embiid joue pas beaucoup. Paul George était encore blessé, si je me trompe pas. Ouais.
Et on a vu notamment des role players sortir un peu du lot côté Sixers. Mon petit cœur de scout voit Dominique Barlow et Jabari Walker et Quentin Grimes avoir un peu de temps de jeu et montrer des belles choses. Donc j'étais bien content, même s'ils jouaient pas avec le bon maillot. Azad, toi, qu'est-ce que tu en as pensé des matchs de saison régulière? Est-ce qu'il y a des choses à en tirer, soit positif ou négatif, en vue des playoffs? C'est bon, c'est ces matchs-là qui me laissent à penser que la série peut potentiellement être plus longue que prévu. Parce que, en particulier, le premier et notamment comment les Sixers arrivaient à jouer sans Joel Embiid. En fait, les Sixers, ils ont deux types de joueurs. Enfin, ils ont deux joueurs qui correspondent exactement au type de profil que Boston a du mal à contenir. C'est les petits extérieurs qui vont vraiment vite et qui ont un peu de shoot making. Et tu vois, des profils comme Darius Garland, c'est un peu la même idée. Et avec Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, c'était vraiment l'illustration, ce match était une illustration de Boston n'a pas des armes pour arrêter individuellement ce genre d'extérieur. Derek White est un super défenseur extérieur, mais pas vraiment adapté à ses joueurs. Peyton Pritchard est plutôt une cible défensive qui va pas toujours être bien placé et peut être pris justement un petit peu sur la vitesse aussi défensivement. Et c'est vrai que Maxey et Edgecombe là-dessus peuvent créer peut-être plus de décalage quand Boston va se mettre à respecter peut-être trop leur shoot ou quand Boston va se mettre à venir doubler. Et ce qui est intéressant aussi sur ces matchs-là, c'est de voir à quel point des connecteurs comme Quentin Grimes, ils peuvent aussi potentiellement être intéressants dans un petit peu l'attaque des décalages qui ont déjà été créés par Maxi, s'il y arrive, ou par VJ Edgecombe, parce que c'est un très bon connecteur. Et c'est là où même Jared McCain aurait beaucoup facilité la tâche pour les Sixers face à Boston. C'est parce que tu as aussi un joueur qui peut vivre des décalages, mais qui peut aussi en créer. Et c'est la partie où je me dis, offensivement, les Sixers peuvent aller chercher Boston, ou en tout cas peuvent rallonger la série, parce que ils ont des profils qui correspondent énormément à ce que Boston va avoir du mal à défendre et qui vivent un petit peu parfois sur du shoot making, mais c'est ce que Boston est prêt à laisser la plupart du temps. L'autre chose qui peut être intéressant pour les Sixers et qu'on a vu sur les matchs qui peuvent rallonger potentiellement la série, c'est la gestion des pertes de balles des deux côtés du terrain. Et c'est là où je pense que le niveau de Paul George sur la série, c'est potentiellement ce qui fera basculer et en attaque et en défense la série d'un côté ou de l'autre, soit une série en 4 matchs, soit une série en 6 matchs. Parce que quand Paul George joue, les Sixers sont bien meilleurs à limiter leur perte de balles parce que du coup, Maxi peut profiter d'un autre porteur de balle à côté de lui pour du coup être plus en décalage et avoir moins de volume. Pareil pour VJ Edgecombe. Et en plus, quand Paul George est sur le terrain, tu as aussi la capacité des Sixers à créer des pertes de balles qui est meilleure. Et c'est une des équipes qui gère le mieux ces pertes de balles parce que du coup, c'est la 6e équipe qui perd moins le ballon en attaque parce que c'est un jeu assez statique finalement. Et c'est la 8e équipe qui crée le plus de pertes de balles chez l'adversaire. Donc, par rapport aux forces et aux faiblesses de Boston en attaque, ça peut être on peut avoir une série qui peut se jouer là-dessus. Là où, du coup, les Sixers sont un peu plus piégés, comme l'a dit Matt, c'est sur le rebond défensif. Et en fait, être une des pires équipes au rebond défensif face à Boston maintenant, cette saison, ça peut être un gros piège. Parce que avant, c'était pas quelque chose que tu avais besoin de protéger parce que Boston n'était pas du tout dans cette approche-là tactiquement. Maintenant, ils le sont beaucoup plus. Et peut-être que les pertes de balles que tu arriveras à obtenir, finalement, tu perdras au change parce que tu auras aussi beaucoup plus de rebonds offensifs que tu vas laisser à Boston. Et je pense que c'est une série qui va être très axée sur la bataille des possessions. Et comment, du coup, les Sixers arrivent à survivre en évitant de perdre la balle, en créant un peu de transition pour éviter d'attaquer la défense de Boston en demi-terrain, et aussi quelle équipe défensivement en termes de rebond, est-ce qu'ils vont réussir à structurer ça un peu mieux, ou est-ce qu'ils vont être punis? Ça peut changer beaucoup de choses, et l'autre partie, ouais, ça va être le shoot making, comme l'a dit Matt. Si les Sixers arrivent à laisser des tireurs ouverts comme Hugo Gonzalez, Walsh, Garza à moindre mesure, qui sont des joueurs qui peuvent mettre des 3 points, mais entre guillemets, tu vas peut-être plus facilement accepter qu'ils prennent un 3 points que d'autres joueurs. Ça peut faire basculer la série d'un côté ou de l'autre. Et à l'inverse, si
Boston joue beaucoup avec son five out, donc avec Vucevic, avec Pritchard ou avec Sam Hauser. Ça offre pas mal de cibles d'attaque de mismatch aux Sixers, et c'est vrai que les Sixers, voilà, c'est un jeu assez statique, du coup ils vont pas mal attaquer et cibler des joueurs de Boston, donc je pense qu'il y a des éléments qui font que les matchs nous ont montré qu'ils pouvaient être serrés, et je crois qu'il y a beaucoup de matchs qui se décident en peu de points. Le premier match, il se décide d'1 point. Le deuxième match se décide de 1 point aussi. 1 point pour le troisième. Et le dernier match, du coup, il y a eu 16 points d'écart. Mais du coup, on a eu quand même 3 matchs serrés sur les 4. Bon, ils ont eu lieu en octobre et en novembre dernier, donc ça remonte un peu. Mais ça montre que c'est un effectif qui peut bousculer Boston sur plusieurs matchs. Donc, je suis quand même curieux de voir ce que ça va pouvoir donner. Ok, et du coup, t'as pas peur, enfin, tu dis pas que justement, je sais pas, Matt, si c'est quelque chose qu'on a vu souvent cette année ou pas côté Sixers, mais avec l'absence de Joel Embiid qui justement a loupé pas mal de matchs, tu l'as dit, souvent Nurse utilisait pas mal Adem Bona. Est-ce que tu penses que c'est possible de voir aussi des séquences où Nurse va se dire, bah, quitte à pas avoir entre guillemets un rim protecteur élite, je vais jouer sur le spacing à fond en attaque et obliger justement les protecteurs de cercle, les Nemi Asqueta, etc., à sortir de la raquette et à essayer de jouer un espèce de five out. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu cette saison côté Sixers? Alors je sais pas avec Dominique Barlow, même si bon, Dominique Barlow est pas vraiment un shooter, mais je pensais aussi à un autre joueur, même si c'est plus pour la vanne. Mais il y a un joueur qui face au Celtics sur les 4 matchs de saison régulière a tourné à 38% à 3 points quand même, 37,5. Bon, sur 8 tentatives, hein, donc autant dire sur un volume insignifiant. Mais c'est un certain André Drummond qui s'est trouvé un shoot apparemment. Est-ce que c'est une option viable ce 5 out? Donc première question pour toi, Matt, est-ce que ce serait une option viable pour les Sixers? Et une question à vous deux, est-ce qu'on doit avoir peur du stretch 5 André Drummond en 2026 ou pas? Bah, l'option five out, c'est un truc que je me suis noté, il l'a pas trop utilisé cette saison. On l'a vu vraiment, le Barlow en 5, on l'a vu à quelques matchs, mais vraiment sur des courtes minutes. Il y a eu aussi Jabari Walker. Je pense que c'est peut-être même la meilleure option si tu veux faire un small ball avec Jabari Walker, Ouais. qui est un shooter qui est pas trop mal. Et je pense qu'il y a un peu le coffre pour jouer poste 5. Donc j'aimerais bien voir cette option, je sais pas, vu qu'il l'a pas fait, peut-être, tu sais, des fois les coachs, on le sait, ils gardent des choses pour les playoffs. Surtout que Nurse, c'est quand même un coach qui hésite pas à faire des fois des ajustements un peu osés. Donc j'espère qu'il le fera à un moment donné quand s'il voit que ça marche pas, parce que le problème moi je pense que la meilleure option, et c'est loin d'être la meilleure, ça reste quand même Adem Bona, qui peut te refaire plus d'options, que ce soit en défense et même en attaque, qui a quand même plus de verticalité, etc. Le problème de Bona, c'est qu'il fait énormément de fautes. C'est pas un joueur encore qui est hyper discipliné. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il joue pas énormément de minutes et que Nurse lui fait pas totalement confiance. Et après, bah, non, moi, Drummond, franchement, son pourcentage à 3 points, j'y crois pas du tout. Je veux dire, c'est des shoots évidemment que l'adversaire lui laisse, mais en fait, j'ai l'impression il le met dans le corner à 3 points un peu par défaut parce que c'est un joueur qui va t'apporter absolument rien en short roll ou même en roll, en verticalité au cercle. Donc plutôt que de l'avoir, tu vois, qui va venir embouteiller ta raquette, bah je pense que Nurse lui dit, bah espace le terrain, même si ça sert à pas grand chose, mais au moins tu laisses une potentielle ligne de drive aux autres. Mais c'est un joueur que Boston ne respectera pas Et s'il est mis sur le terrain. Donc ce sera vite problématique, je pense. sur le short roll, t'es très 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 bas sur Drummond, ou il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a des progrès, mais peut-être que je me fourvoie sur les quelques passages que j'ai vus, mais j'ai l'impression que son passing est presque fonctionnel en 2026. Mais alors après, peut-être que je me fourvoie, hein. Il y a quelques contre Orlando, c'était pas si mal. Là, le match de play-in, il a fait 2-3 lectures, mais après, je trouve que c'est beaucoup trop irrégulier. Puis le problème, c'est que c'est un joueur, je trouve, qui a du mal à attraper la balle quand on lui, tu sais, Oui, quand oui. après un pick and roll, il a pas du tout des bonnes mains. Donc
Ouais. Moi, je trouve le problème, c'est que c'est un joueur qui va te poser des écrans pas mal, mais une fois qu'il a posé l'écran, ben, en fait, il sert à pas grand chose derrière parce que t'as pas la menace verticale et en short roll, c'est beaucoup trop irrégulier pour que ce soit une menace. T'as le rebond off, quoi. En fait, T'as le rebond off, ouais, ouais, c'est c'est tout. ça. C'est une espèce de roll dans un second temps où, en fait, tu te dis, bon, bah, j'essaye d'obtenir un drive sur le pick and roll, en sachant que Drummond arrive dans un deuxième temps, pas pour couper au cercle, mais pour mettre un peu de pression sur le rebond offensif. Mais, tu vois, je me dis, ça peut être intéressant parce que Boston va forcément essayer d'un petit peu changer les match-up et de mettre potentiellement Keta sur Barlow, qui est un non-shooter. Donc, qui c'est qui va venir poser les écrans? Tu vois, je pense que les Sixers, ils sont malins aussi. Ils vont essayer d'intégrer peut-être un peu plus le joueur qui a défendu par Keta comme poseur d'écran pour essayer de le faire sortir de la raquette. Et c'est là où, du coup, ça va être la difficulté de quelle couverture tu vas faire face à Maxi, face potentiellement à Paul George aussi ou à VJ Combe qui vont être des porteurs de balles sur pick and roll. Je suis quand même curieux. Je me dis que il y a des profils pas parfaits du côté des Sixers, mais qui peuvent potentiellement forcer un petit peu les Celtics à prendre des décisions qui les sortent un petit peu de leurs habitudes, quoi. Et tu vois, je me dis, est-ce que dans cette idée-là, est-ce que effectivement un Dembona, à défaut d'apporter du tir et du passing, Mm. il t'apporte, je trouve, un peu cette menace verticale, donc un peu ce spacing vertical. Et sinon, un autre joueur dont on n'a pas parlé côté Sixers, alors moi j'ai toujours été assez bas sur lui, mais apparemment depuis quelques saisons, il a fait beaucoup de progrès, c'est Trendon Watford. Est-ce que qui lui pour le coup a un vrai passing? Est-ce qu'il n'y a pas une option un peu, on parlait de small ball, d'avoir un Trendon Watford alors là pour le coup t'es vraiment en archi small ball, mais où du coup tu vas créer du spacing non pas via le tir, mais via la pose d'écran plus spacing, tu vois, en utilisant un Watford sur du short roll. Je sais pas à quel point Bah, c'est une option viable ou pas. le truc, moi, j'aimerais bien, hein. Très sincèrement, j'aimerais bien. Je pense qu'il y a un problème quand même aussi de moteur défensif, parce que je trouve pas non plus que ce soit un mauvais défenseur. Ça se voit, tu vois, qu'il est intelligent dans les placements. Des fois, il va créer des interceptions, mais je pense que c'est plus, si tu vas lui demander de faire plein de switch, de naviguer les écrans, bon là, il aura beaucoup plus de mal. Sur ça, je pense que Nurse, je pense que c'est sûrement à cause de ça qu'il le fait pas beaucoup jouer. Mais moi, je trouve que ce serait une super option. De toute façon, moi, je trouve que c'est des joueurs qui rendent service à Maxi et à Edgecombe parce Mm. que c'est pas des joueurs qui sont très forts au playmaking. Et dès qu'ils ont des hubs offensifs comme ça, bah, c'est le top, en Mm. fait, pour eux. Donc, c'est sûr que ce serait une option, moi, que j'adorerais voir. Le problème, c'est que tu vas avoir un souci avec Watford, je pense, en défense. Tu vois, le match contre Orlando, il l'a pas du tout fait jouer. Même sur la fin de saison, il jouait pas du tout. Donc oui, ça peut être une option, mais j'ai l'impression que Nurse va pas trop le faire jouer, ce qui est peut-être un peu dommage, ou alors faudrait peut-être qu'il y ait Embiid qui soit là pour qu'il le fasse un peu jouer. En début de saison, c'était un peu comme ça qu'il l'utilisait. Il y avait Joel qui était là et puis Watford, ils l'alignaient ensemble. Et c'est vrai que tout de suite, bah, ça débloque un peu le jeu en attaque parce que avec ces deux-là, bah, en fait, tu utilises la vitesse de Maxi, le shoot de Maxi en off-ball. Et moi, c'est un peu toujours mon regret, c'est je trouve qu'on n'utilise pas assez Maxi off-ball parce que c'est Mm. peut-être là où il a les meilleures qualités, quoi. Mm. Mais c'est pour ça d'ailleurs ça lui fait du bien Ouais. quand il joue avec Paul George, je trouve. Et je trouve que ça ressort dans les statistiques, le fait que le jeu des Sixers soit plus propre en termes d'efficacité, mais aussi de perte de balles, quand les deux arrivent à être sur le terrain en même temps, quoi. Oui, oui, bah, puis en plus Maxi, je trouve qu'il a vraiment ce côté slashing où on l'a dit, il est évidemment Mm. très rapide balle en main, mais je trouve que tu as un peu ce côté euh, surprise, tu peux apporter un peu plus de surprise via son côté slashing, mais où il arrive lancer un peu ce qu'on, Ouais. bon, on en revient toujours à lui, mais un peu ce qu'on demande à Jalen Brown depuis des années, c'est-à-dire de pas de créer avec le balle en main dès le départ, mais plutôt arriver lancé, récupérer la balle, par exemple sur du pin down ou sur ce genre d'action où tu sors d'écran et en fait tu as déjà de la vitesse et du coup tu n'as plus qu'un ou deux dribbles à faire et t'apportes beaucoup de pression vers le cercle. Oui, bah, Donc je mais sais pas à quel point effectivement tu peux mettre ça, mais pour faire ça il te faut un, à minima enfin le mieux ce serait d'avoir un créateur à côté, donc comme on l'a dit un Paul George, ou alors à minima
des hubs offensifs, des ailiers, des intérieurs bons passeurs, comme on l'a dit, Watford ou ce genre de gars-là. Ouais, bah, de toute façon, la meilleure option, c'est d'avoir un big qui crée un peu du jeu. Maxi moi, j'ai toujours trouvé que ça débloquait tout son jeu quand tu le vois quand il joue avec Joel Embiid, c'est pas du tout le même joueur parce que bah, il peut arriver lancé et ça crée tout de suite beaucoup plus de confusion dans la défense adverse. C'est pas un joueur qui crée beaucoup de décalage quand il a déjà le ballon entre les mains. La meilleure arme, c'est souvent ils font poser les écrans très très haut sur le terrain parce qu'au moins il peut Mm. arriver lancé. Donc c'est un peu parce qu'en fait Ouais. il a que sa vitesse pour battre un peu son vis-à-vis adverse, mais toute la nuance dans son drive en fait il l'a pas. Donc c'est une fois il faut qu'il batte son adversaire en fait si tu veux dès le premier pas ou dès les premiers pas. Mais le battre une fois enfin tu vois arriver dans la raquette et un peu décélérer, faire ce genre de choses, c'est un truc où il a jamais été bon. Donc c'est pour ça que avoir un hub et avoir quelqu'un qui lui crée un peu ce premier décalage, c'est essentiel pour lui. En fait, c'est un peu le même cas aussi pour Vijay. C'est un peu pareil, Ouais. hein. C'est pas des top drivers, hein. Vijay Chong, je crois, que c'est un des pires drivers en termes d'efficacité cette saison NBA, mais parce que bah, c'est des joueurs qui ont besoin d'arriver lancés et c'est pas des joueurs qui sont très bons pour créer du décalage sans rien, quoi. Ouais. Bah, puis Vijay Edgecombe, en plus, c'est quelque chose qu'on avait déjà soulevé à sa Oui, draft, tout à mais c'est fait. un joueur qui apporte de la pression au cercle, mais en fait, il a qu'une seule vitesse Ouais. et enfin, c'est un tout droit sur un drive. Il a pas un très bon handle, il peut pas varier la vitesse et les directions sur ses dribbles, et du coup, bah, t'as moins de créativité sur le drive, c'est clair. Mm. On a beaucoup parlé des Sixers. Comme dit, on avait beaucoup parlé des Celtics aussi avant dans le podcast précédent pour ceux qui veulent aller écouter ça. Euh, Azad, tu as dit il y a quelques minutes un truc qui m'a interpellé, même si je pense qu'on est d'accord. Tu as dit que, en gros, la façon dont on va jouer les Sixers, ça peut influencer sur le sort de la rencontre. Soit ce sera un 4-0, soit un 4-2. Je veux c'est-à-dire que toi, l'option où c'est les Sixers qui gagnent, elle n'existe pas. Parce que du coup, moi, là où je voulais qu'on aille, c'est en répondant à la question, est-ce que les Sixers peuvent vraiment sortir les Celtics? Et si oui, quels sont les scénarios où ça peut arriver? Voilà, qu'est-ce qui doit se passer pour que les Sixers arrivent à sortir Boston? Bah, déjà, il y a un truc assez classique avec Boston, c'est la non-réussite à 3 points. Bon, bah, tu perds en 2023 comme ça, tu perds en 2025 comme ça aussi. Enfin, c'est une des raisons qui fait que ça passe pas contre les Knicks non plus. Tu mets pas tes shoots ouverts. La même raison qui fait que tu perds contre le Heat en 2023. Donc finalement, il y a déjà ce scénario-là qui existe. Et du coup, tu peux jamais partir entre guillemets comme si t'étais sûr de gagner une série parce qu'il y a ce scénario-là qui peut arriver. Ensuite, j'avoue que si Boston perd pas la bataille des possessions, j'ai du mal à voir comment les Sixers peuvent arriver à passer au-dessus parce que les Sixers seront quasiment dans tous les cas moins efficaces et potentiellement s'ils n'arrivent pas à bien protéger le rebond défensif, il y aura aussi très peu d'avantages à la bataille des possessions pour les Sixers et c'est là où je me dis qu'il peut y avoir un petit peu un souci. Mais tu vois, je me pose quand même la question à quel point la blessure d'Embiid, elle aide pas ou en tout. Enfin, Embiid entre guillemets face aux Celtics, surtout en 2026, c'est presque une bonne chose pour les Celtics qui jouent dans la structure de leur attaque. Et je dis pas qu'Embiid est un mauvais défenseur, mais de la même manière que Boston arrive mieux à articuler son attaque en attaquant Rudy Gobert face aux Wolves que quand Rudy Gobert est sur le banc, parce que Boston adore cibler ce genre de joueurs. Boston, le système qui joue le plus, c'est le Spain pick and roll, parce que justement, face à des défenseurs de drop comme Gobert ou comme Embiid, ça fonctionne très bien. Et là, le fait qu'il n'y ait pas finalement Joel Embiid, je me dis potentiellement les Sixers, ça peut leur donner un certain avantage dans la structure défensive et aussi dans quel type d'approche agressive sur les porteurs de balles ils vont pouvoir avoir. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui ont montré en mars que une approche pour faire sortir un peu les Celtics de leur schéma de jeu, c'est d'avoir des défenses très agressives sur le porteur de balle parce que c'est une équipe qui essaye de jouer dans son rythme,
de commencer des actions tôt et de les étirer le plus possible pour avoir des bons décalages, mais qui a pas non plus des créateurs balle en main parfaits. Et je m'interroge quand même sur à quel point le fait qu'il y ait pas les Embiid peut pas un petit peu aider les Sixers à vraiment choisir une stratégie défensive plus agressive et du coup éviter de tomber dans le drop qui peut-être est ce que Boston préfère attaquer. Ok, ouais, je vois. Et du coup, Matt, toi de ton côté, c'est quoi un peu les scénarios sur lesquels tu verrais les Sixers passer? S'il y en a. Le problème, c'est que c'est ça, tu vois, j'ai fait quand j'ai fait mes notes, j'ai fait un peu le tour le truc, c'est que je pense que tu peux pas gagner de manière sur demi-terrain, enfin, tu vois, le truc classique, création offensive, je pense que t'as pas assez d'armes. Donc forcément, tu vas te rabattre sur autre chose. Ça va être bah, la bataille des possessions. Mais le problème, c'est que alors en termes de perte de balle, on l'a dit, les Sixers sont bons. De toute façon, c'est un peu aussi les schémas de Nick Nurse, puis les joueurs aussi qui veulent ça avec Paul George, etc. Même Maxey a pas mal progressé là-dessus. Mais le truc, c'est que Boston, c'est une équipe qui perd pas énormément la balle. Les Sixers sont bons aussi sur le rebond offensif, mais Boston est bon sur le rebond défensif. Pareil sur la transition, on pourrait dire que ça pourrait être un moyen, tu vois, bah, plutôt que de créer sur demi-terrain, bah, allons chercher de la transition. Mais les Sixers sont pas si bons que ça en fait en réalité là-dessus, parce que je pense c'est pareil, ça manque d'un moteur de transition. Ils ont pas vraiment de moteur en fait. Les Maxi, les Edgecombe, ils sont très bien pour aller très vite vers le panier adverse, mais ils sont limite meilleurs sans le ballon, tu vois. Mais il y a personne un peu pour dicter le jeu, même en transition. Donc c'est aussi un peu un problème. Donc je trouve en fait il te reste pas beaucoup de choses finalement pour aller gagner, enfin en tout cas pour aller embêter Boston. Effectivement, on l'a dit pas mal au début du pod, mais je pense que défensivement, ils peuvent les gêner. Azad en a un peu parlé. Moi, j'ai écrit comment les Sixers vont défendre le pick and roll. C'est vrai que c'est un truc que je me pose. Je serais étonné qu'ils, du coup, vu qu'il n'y a pas Embiid, effectivement, qu'ils défendent en drop. Contre Orlando, ils ont pas mal défendu en edge, surtout la deuxième mi-temps, et ça a pas mal gêné Orlando. Donc, je pense que limite, ce serait peut-être la couverture que je ferais. Au moins, t'essayes de boucher les espaces, même si Boston a un meilleur spacing, mais au moins, t'essayes de créer un peu du chaos comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais, c'est quand même d'aller créer des turnovers, créer du chaos, etc. Mais tu vois, quand je cite un peu tous ces trucs-là, je trouve que t'as pas beaucoup de marge. Et puis, t'as quand même toujours ce truc, t'as quand même quelques cibles à attaquer, je pense, hein. Maxi c'est amélioré, tu vois, il est devenu un peu plus costaud par rapport à avant. Donc je pense qu'il peut tenir un peu mieux sur les switches, mais je pense que ça reste quand même une cible. Edgecombe, c'est pareil, même si je pense que c'est un bon défenseur, mais tu vois, il y a pas mal d'oubli off ball contre Orlando. Il y a eu beaucoup d'oubli off ball. Kelly Oubre, c'est pareil. C'est un joueur qui va vite, qui va faire pas mal de paris, mais c'est un défenseur qui est pas très discipliné. Donc tu vois, Boston aura quand même des mismatchs à attaquer et même des joueurs off-ball à cibler. Tu vois, Mazzulla, il adore faire ça, mettre des petits même en low man. Bah là, il pourra le faire, tu vois. Orlando l'a même un peu fait, tu vois, en seconde mi-temps, où ils ont fait pas mal de flex action pour cibler Edgecombe avec Paolo Banchero, tu vois, en post-up. Bah les Celtics, ils peuvent le faire, ça, tu vois, par exemple, avec Tatum, avec Brown. Même si Edgecombe est pas un mauvais défenseur, le problème c'est qu'il est frêle et il est petit encore. Donc tu peux quand même pas mal cibler aussi comme ça. Ouais, surtout qu'en plus, pour le coup, je trouve, moi, perso, ce sera ma question, c'est à quel point les Celtics vont repartir sur du mismatch hunting et justement aller cibler ces Maxi, VJ Strong, etc. Parce que tu vois, tu parlais d'être agressif, ce qui pourrait être la solution pour les Sixers, d'être très agressif sur les pick and roll des Celtics. Je pense que ça peut être une bonne option pour vous, d'autant plus que les joueurs, enfin, chez les Celtics, en dehors de Tatum, du coup, qui est de loin le meilleur, il n'y a pas de très gros créateurs et playmakers sur pick and roll. Jalen Brown a progressé sur son passing, mais c'est pas un monstre de passing. Même Derrick White, qui est un très bon passeur connecteur, n'est pas un très bon générateur d'attaque sur du pick and roll, enfin du moins n'est pas un passeur très créatif. On a que Tatum qui pourrait bien gérer ses pick and roll avec, on a déjà vu pas mal de pocket pass, de skip pass, etc. Après, on sait que bah, Tatum a joué qu'une quinzaine de matchs. À quel point il sera à 100% pour les playoffs, ça reste à voir. Mais du coup, moi, ce serait
un peu mon questionnement, c'est offensivement, est-ce que les Celtics vont repartir sur du mismatch hunting ou à foison, ou est-ce que ça va jouer justement avec peut-être un peu plus de pick and roll et de jeu à deux. Euh, donc, euh, donc ouais, Bah, à voir. Azad, tu voulais rajouter un truc? ouais, bah, je pense que ça va. De toute façon, ce qu'ils vont faire, ça dépendra beaucoup de comment les Sixers vont défendre. À mon avis, la réponse de comment Boston va attaquer, elle se trouve plutôt dans quelle couverture va faire les Sixers. Mais c'est vrai que sur le edge, moi où j'ai des doutes, c'est que Boston a beaucoup de très bons joueurs de short roll. Et ils se sont beaucoup entraînés toute la saison. Tu vois, je pense à des équipes qui ont essayé de faire du edge très agressif, comme par exemple les Nets, qui, tu vois, ont un peu le matos pour mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle. Mais en fait, le problème, c'est que dès que l'entrejeu est ouvert et que Boston arrive à toucher le mec au niveau de la ligne des lancers francs en 4 contre 3, c'est là où ça fait presque plus exploser les équipes. Moi, je pense que la meilleure couverture défensive à faire contre Boston, c'est celle que les Knicks ont fait l'année dernière, c'est de switcher et de combler les espaces le plus possible. Ouais. Sauf que les Mm. Knicks, ils ont OG Anunoby, Josh Hart et Michael Bridges. Et pas Tyrese Maxey et VJ qu'on va mettre dans les gaps. Donc, c'est plus difficile. Mais pour pas laisser de décalage à cette équipe de Boston, je pense que le switch, même si t'offres des mismatchs, c'est les décalages les plus gérables que tu peux donner. Ça marche. Bah les gars, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'on se lance un peu sur des petits pronos, Ouais. même si du coup de ce Bon, qu'on a allez. dit, il y a peu de suspense. Honneur aux invités, Matt, qu'est-ce que tu te lancerais pour les pronos? Moi, je dirais 4-1 Boston, parce que, comme on l'a dit, je pense qu'il y a trop peu de marge. Il y a pas, en fait, tu vois, il y a pas un truc où je me dis, les Sixers, sur cet axe-là du jeu, ils vont vraiment dominer. Donc, je vois pas, ils peuvent créer, tu vois, une surprise sur un match, parce que les shoots vont rentrer, enfin, le shot making de Paul George, de Maxi, etc. Voilà, je pense que ça peut prendre un match, mais après, je pense que sur la durée de la série, en fait, il y a trop de trucs où Boston peut faire mal, et sans Embiid, ça va être compliqué. Est-ce que est-ce qu'on croit au scénario où les Celtics perdent un des deux à la maison avec voilà le fameux match où aucun tir à 3 points rentre et de l'autre côté on a un Caleb Martin game mais du coup avec qui serait avec potentiellement qui pourrait être le Caleb Martin des Sixers Kelly Oubre? Ouais, Kelly Oubre, hein. bah oui complètement bah oui voilà un Kelly Oubre qui fait 7 sur 9 à 3 points tu vois un truc comme ça euh, et que du coup, Game 3, Embiid qui revient peut-être un peu plus tôt que prévu, mais en tout cas qui revient parce que bah, il se dit bah il y a 1-1, les Sixers ont repris l'avantage du terrain, et que du coup la série peut commencer à sentir le roussi. Est-ce qu'on y croit à ce scénario? Bah, c'est pas, Ou même s'il y a 1-1, on n'y croit pas? c'est ce qui s'était passé, je crois, la dernière fois, en 2023. Hein. C'était pas, je crois que c'était ça, hein. Embiid était pas Harden là. qui fait des Ouais. gros matchs. Harden qui, Harden qui prend le game 1, et je crois Mm. qu'Embiid revient à partir du game 3. Donc, oui, le truc, c'est que il a eu l'appendicite, et apparemment, faut au moins 2-3 semaines, et il a été opéré il y a une semaine. Donc oui, potentiellement, c'est pour ça que je regardais, potentiellement game 3 ou 4, Mm. il pourrait revenir, mais franchement, il y a rien de garanti non plus, quoi. Ouais. Et Mais Azad? ouais, moi je pense, tu vois, j'ai bien envie de mettre 4-2. Ok, Et ouais. mais c'est une équipe de Boston qui apporte moins de certitude et qui a moins de profondeur que les années d'avant quand même. Ils réalisent une très belle régulière, mais t'as moins de profondeur, t'as moins de certitude qu'avant. Et je suis pas sûr que je pense que les Sixers c'était potentiellement le pire tirage des équipes du play-in à prendre quoi pour Boston. Ok, ah, intéressant. Bah, tu sais quoi, moi je vais partir sur. Alors j'aurais tendance à dire 4-1 parce que je suis toujours un peu frileux de partir sur du 4-0. Mais vu que j'ai été très défaitiste sur la saison régulière, quand on a fait la preview de la saison régulière des Celtics, parce que moi je les voyais avec 25 victoires, un bon gros tank et un AJ Dibonsa qui revient jouer à la maison à côté de Tatum. Euh, mais du coup, bah, vu que je suis bien lourdé, je me dis, bah, tu sais quoi, quitte à faire une grosse saison régulière et à partir complètement dans les extrêmes, je vais dire un 4-0. Allez, Voilà.
Euh, Ça marche. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon gros tour. Matt, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup pour ton expertise. Azad, évidemment. Azad, quand est-ce qu'on te retrouve au micro de la conférence de presse de Matsula? J'y vais L'année prochaine, du j'y coup, vais maintenant. pas cette année, ouais. Cette année, j'y suis allé en mars, j'ai fait le mois de mars, c'était cool, mais là, disons que financièrement et même S'il y a finale NBA, ça craque pas le PEL bah, non, pour aller interroger c'est Matsula. encore plus compliqué d'avoir les accès pour les finales NBA, donc non, peut-être l'année prochaine. Mais une fois que Boston aura perdu au deuxième tour contre les Knicks et qu'on aura fait péter l'effectif, peut-être que j'irai voir le début de saison, voir ce qui s'y passe. Ok, ça marche. Ouais, bah, c'est vrai qu'en plus, le début de saison, tu pourras interroger Jason Tatum et Giannis Antetokounmpo Exactement. aux Celtics, donc c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ça marche, les gars. Bah, merci beaucoup. Et puis, bon playoff à Yes. tous. Et voilà, et puis on verra dans 4 matchs ou 5 matchs ou 6 Ou peut-être. 7. Voilà, on verra. À Allez, plus. bon après-midi. Salut. Ciao. Who's gonna win it? The Celtics. Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.